Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau du dimanche soir avec, comme chaque semaine, mes co-présentateurs Laura Fortes. Bonsoir Laura. Bonsoir. Tierno Souleymane Diop-Niang. Bonsoir Tierno. Bonsoir Aline. Tout à l'heure, nous allons recevoir en deuxième partie l'artiste plasticien Alioune Diagne qui viendra nous parler de son exposition au Grand Théâtre, ainsi que le slammer rappeur DJ Keman qui viendra nous présenter son nouveau single intitulé Samay Mam. Mais tout de suite, nous allons recevoir un ingénieur informaticien, directeur de l'électronique et de l'informatique de l'Assemblée nationale du Sénégal. Il vient de publier aux éditions L'Harmattan Sénégal l'essai intitulé L'Assemblée nationale du Sénégal, relecture d'une longue pratique de la représentation parlementaire. Nous recevons M. Ababakar Safingom. Nous allons également recevoir un artiste plasticien, pédagogue, andragogue, diplômé en droit et président de l'ONG Défi. Il vient de réaliser les traductions en Pulaar, Wolof et Serer de l'ouvrage du président de la République Macky Sall intitulé Le Sénégal au cœur. Nous accueillons M. Ibrahim Olo. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Nous allons commencer par vous, M. Ngom. Vous venez nous présenter cet ouvrage qui s'appelle L'Assemblée nationale du Sénégal, relecture d'une longue pratique de la représentation parlementaire, qui est un essai que moi j'ai trouvé vraiment très bien écrit, très intéressant. C'est vraiment un ouvrage, un excellent ouvrage vraiment sur l'Assemblée nationale. Non seulement sur l'Assemblée nationale, mais sur tout ce qui est représentation parlementaire en fait. Parce que vous avez... c'est un ouvrage très complet à mon avis parce que vous avez parlé un peu de la théorie, vous avez parlé des concepts de représentation et vous nous avez, comme vous l'avez dit dans le titre, montré qu'il y a une longue pratique de la représentation au Sénégal. Dès la Révolution française déjà, je pense qu'il y avait ce projet d'avoir une représentation ici au Sénégal, mais en 1848 déjà, on était parvenu à avoir un député élu à l'Assemblée nationale. Effectivement. Merci M. Ndiaye, merci pour l'invitation. Et je viens pour la première fois à la RTS, mais souvent je suis content d'être là parce que j'accueille à la direction technique de l'Assemblée très souvent des techniciens de la RTS. Donc quand je suis venu, j'ai reconnu ici Michel Yad, Mme Ndiaye Aram, donc je suis vraiment heureux d'être là. Maintenant, le livre là, si je peux rappeler, si vous permettez un peu le prétexte, c'est-à-dire je suis à l'Assemblée depuis 2006. Donc mon travail fait qu'en dehors du travail dévolé à tous services techniques, nous avons une presse-summit avec les députés, nous sommes dans les salles de commission qui sont normalement à huis clos, mais moi-même et les autres techniciens, nous sommes pour les gens récemment. Les jours de plénière aussi, nous sommes là obligés d'être là toute la journée, suivre les plénières. Et donc j'ai pu observer l'Assemblée nationale de l'intérieur. Et quand je retourne dans la société, je vois que l'image que projette notre institution sur la population n'est pas des plus positives en tout cas. Absolument. Et donc j'ai cru écrire ce livre pour expliquer un peu et faire des propositions. Je pense qu'en dehors des acteurs, parce que je l'ai rappelé, depuis la première législature, 1525 députés ont été élus à l'Assemblée nationale, donc 268 femmes. Absolument. Donc on ne peut pas dire que la faute, si vous permettez l'expression, c'est seulement à l'actif des acteurs. Donc moi, je me suis dit que les acteurs sont les citoyens qui les ont élus, ils peuvent les sanctionner ou pas. Mais moi, j'ai vu d'autres dysfonctionnements qui vont au-delà des acteurs, qui concernent par exemple la Constitution d'abord, les attentes des populations par rapport à l'Assemblée nationale. Est-ce que la Constitution permet à l'Assemblée nationale de faire ça? Aussi, l'organe de législation, est-ce qu'il n'y a pas des dysfonctionnements qui brident un peu l'élan du nouveau député? Le système représentatif sénégalais, est-ce que ça va d'une même acception entre mandat et mandataire, et aussi l'implémentation de ces missions de représentation? Maintenant, et là, comme vous le dites, on va y venir. C'est vrai que ce prétexte
est un précédent qu'on peut comprendre. Mais moi, d'abord, pour parler de la forme, je disais que ce qui m'a étonné, c'est vrai que vous êtes informaticien et qu'on peut dire que ça peut mener à tout. Mais moi, c'est vraiment l'excellence de l'ouvrage. Parce que, au-delà de ce que vous dites, moi, c'est le fait que vous ayez fait un ouvrage, parce que vous aurez pu vous contenter, c'est vrai, de dire, bon, voilà l'Assemblée nationale sénégalaise, voilà l'existant, voilà également ce que je propose comme solution peut-être pour changer les choses. Mais vous avez voulu vraiment nous faire l'historique non seulement de cette Assemblée, mais l'historique vraiment de la représentation. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas peut-être ce concept de représentation parlementaire. Vous nous avez parlé de plusieurs types de représentation qui existent et qui fait que parfois on a dans plusieurs pays deux chambres. Le Sénat et l'Assemblée, parfois on appelle la chambre basse et la chambre haute. Et qu'au Sénégal, on a eu aussi à avoir ce bicamérisme. Et que vous dites que c'est parfois nécessaire parce que il faudrait que les collectivités territoriales soient représentées et que ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que dans notre Assemblée nationale, les députés ne représentent pas leur territoire, mais ils représentent la nation. D'abord par rapport à l'historique, effectivement, vous savez, on dit que l'expérience doit impacter dans la bonne pratique. Notre pays a une très longue expérience parlementaire. Vous parlez de 1948, mais les premières traces 1848, excusez-moi, mais les premières traces du parlementaire sénégalais remontent d'avant la Révolution française. Vous savez que même les Français, avant la Révolution, ils l'appellent l'Ancien Régime. Donc nous, avec les Saint-Louisiens qui avaient envoyé à l'époque un cahier de doléances au roi Georges III. Vous savez, Saint-Louis a été occupé de 1750 par les à Anglais. 1779, si je ne me trompe pas, les Anglais. Donc, ça remonte de là-bas. Maintenant, depuis 1948... Ils avaient fait une pétition. Ils avaient fait une pétition. Donc, notre pays a élu son premier député à l'Assemblée nationale française en 1848. C'est vrai que le poste a été retiré en 1852, restauré en 1870, retiré encore en 1875 et définitivement restauré en 1879. Donc de 1879 à 1959, notre pays a toujours envoyé un député à l'Assemblée nationale française, sans compter les organes territoriaux de représentation, depuis 1840. Absolument. Depuis 1940, chaque fois, le Sénégal a eu un organe de représentation nationale. Donc c'est une très longue pratique. Mais par rapport au système maintenant parce qu'un régime parlementaire, il y a le monocamérisme et le bicamérisme. Moi, en parlant de notre pays, je me suis dit qu'on n'a presque jamais rompu avec le bicamérisme. Et ce n'est pas seulement le fait d'avoir une chambre ou deux chambres, ça impacte dans la perception que les populations peuvent avoir de l'Assemblée nationale. Parce que je commencerai par rappeler que c'est notre Constitution qui, en son article 59, dit que l'Assemblée représentative de la République du Sénégal porte le nom de l'Assemblée nationale. Et vous aurez remarqué que des trois missions de l'Assemblée, qui sont la mission de législation, la mission de contrôle, la Constitution n'a pas dit l'Assemblée de contrôle de la République du Sénégal. La Constitution n'a pas dit non plus l'Assemblée de législation. Elle a insisté sur la mission de représentation. Parce que cette mission-là, elle a pris importante. Elle est le pilier des missions de l'Assemblée nationale. Si cette mission-là ne part pas d'une même acception entre représentants et représentés, quel que soit, on n'aura jamais une bonne appréciation des autres missions de l'Assemblée nationale. On n'a pas une bonne appréciation du travail des députés. Maintenant, par rapport au bicommerce, moi je dis que notre pays n'a jamais rompu avec ça. D'abord, les premières élites ont été formées à cette école. J'ai rappelé que Léopold Sédar Senghor, le président Léopold Sédar Senghor, a été sénateur. Le président Lamine Gueye l'a été, le président Mamadou Dia l'a été. Maintenant, au lendemain des indépendances, c'est vrai que notre première république, il n'y avait pas de Sénat de jure comme ça dans la loi. Vous parlez de succès d'année de... Il y avait des succès, des chambres de substitution. Parce que ces élites-là qui ont été formées à cette école-là ne pouvaient que ne pas reprendre ça, parce que c'est ça qu'ils connaissaient. Il faut qu'on assume aussi cet héritage des institutions que nous avons dans la France. Ça, on ne peut pas s'en départir. Et ils l'ont compris très tôt. D'abord, l'UPS, c'était le parti l'Union progressiste sénégalaise, a fait presque office de Sénat dans la Première République de notre pays. Donc, parce que j'ai expliqué que toutes les politiques publiques
toutes les décisions étaient discutées en amont au niveau de l'UPS. J'ai même rappelé que... Des événements de 62. De 62, c'est l'UPS. Le président Dia disait que la motion de censure, elle est illégale. Parce qu'elle n'a pas été discutée en amont dans les instances du parti. Et là, il faut rappeler une chose, je n'en ai pas parlé, mais ça dit, parce que je veux dire que l'Assemblée est la chambre représentative du peuple sénégalais. Dans le système de gouvernance républicain que nous avons adopté, il y a 3 pouvoirs. Les 3 pouvoirs qui ont été dessinés par Montesquieu. Il y a le pouvoir exécutif, incarné par le président de la République et le gouvernement, qui a pour ce pouvoir-là d'implémenter les politiques publiques, qui est une mission de représentation. Le président de la République exige une mission de représentation. La Constitution dit que le président de la République incarne la nation. On dira peut-être que c'est une représentation, incarnation. Bref, ça, les philosophes pourront discuter. Le magistrat qui dispute la justice le fait au nom du peuple sénégalais. Donc, il exerce une mission de représentation. Mais en dehors de ces 2 pouvoirs-là, l'Assemblée nationale doit pouvoir être en mesure de tout ce dont la société a besoin, qui a un besoin dans la société, l'Assemblée nationale, le Parlement au pluriel, l'Assemblée et la Chambre haute doivent pouvoir trouver une solution à cela. Elle est en fait le reflet de la société. Après les indépendances, c'est pour parler des dialogues nationaux. C'est le premier dialogue national qui a été fait dans notre pays. Les dialogues nationaux doivent pouvoir se faire à l'intérieur du Parlement. Ce sont les corps de la nation qui se réunissent. Ce sont les entités territoriales, ce sont les groupes sociaux professionnels, ce sont les syndicats, les pêcheurs, ainsi de suite, ce sont les religieux, comme nous sommes au Sénégal, dans le contexte sénégalais. Tout le monde connaît l'impact des religieux dans la gouvernance de notre pays. Ce sont ces gens-là qui se réunissent. Et ils se réunissent, ils trouvent un consensus. C'est presque la législation de consensus. Ils trouvent un consensus. Après, quand ils sont d'accord, la partie tangible, c'est-à-dire la partie qui a besoin de dispositions législatives, ils amènent à l'Assemblée nationale. Et quand ils viennent à l'Assemblée nationale, tout le monde sait, le député a le droit de débattre, d'amender, de voter oui ou non. Mais dans ces cas-là, le député n'a qu'une option, voter oui. Parce que ça a été discuté en amont, en dehors de l'Assemblée. Et les citoyens qui voient ça, ils veulent dire que cette assemblée-là... C'est une chambre d'approbation. À quoi ça sert? C'est pourquoi moi, je l'assume, moi je ne suis pas dans le monde politique. Notre pays a un déficit, l'Assemblée nationale actuelle a un déficit de représentation. Il y a un déficit de représentation parce que le mode actuel de désignation n'a pas de ciblage dans la société. C'est un mode populaire qu'il faut conserver, qui est important et tout, mais qui ne suffit pas à représenter la nation. Ce qui fait que les populations voient que l'Assemblée, il y a tellement de problèmes dans la société que l'Assemblée ne parvient pas à résoudre. Je ne responsabilise pas les acteurs, je n'ai pas dit ça. Mais en dehors des acteurs, pourquoi depuis la première législature, les acteurs se succèdent, mais les problèmes demeurent. Donc il faut aller au-delà de ça. Et proposer et poser le problème de bicamérisme, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait à côté de l'Assemblée nationale une autre chambre qui permet d'intégrer les entités territoriales. Elles sont au niveau de HCCT, mais la HCCT est une institution de consultation qui ne participe pas à la législation. Je vois ce qu'en passent mes camarades, commençant par Laura. Bonsoir, Monsieur Ngom. Merci infiniment pour votre ouvrage. Effectivement, je l'ai trouvé très bien structuré. Pour le coup, même quand on ne maîtrise pas nécessairement toutes ces institutions, l'Assemblée nationale, etc., j'ai trouvé que vraiment c'était presque didactique. En fait, j'ai pris un cours en lisant votre livre et c'est vrai que ça se lit tout seul. J'ai trouvé très pertinent que vous nous montriez en fait qu'il y avait des limites au fait de s'approprier en fait le système parlementaire français. Du coup, j'ai trouvé ça très pertinent. Vous avez vraiment insisté là-dessus. J'ai juste regretté peut-être que dans l'historique, la partie justement la place accordée en fait avant la colonisation soit un peu courte, malheureusement. Mais bon, je pense que vous avez aussi fait avec les sources que vous pouviez avoir. Vous avez même évoqué ce problème-là comme c'était plus oral, forcément, on a moins accès. Et je pense aussi que de toute façon, c'est quelque chose qui pourrait être l'objet d'un ouvrage à lui tout seul. Donc au moins, on a une ouverture là-dessus. Et ma question, en fait, ce serait
au niveau justement des applications, des propositions de réforme que vous faites, s'il y avait une priorité, pour vous, laquelle ce serait du coup? Bon, s'il y avait une priorité, je sais pas, en tout cas, pour moi, le fait de discuter du système de représentativité, parce que j'ai parlé du PKMS, mais aussi j'ai parlé dans les propositions du fait que le système de mandat impératif interdit au Sénégal. Comme j'ai dit, nous avons hérité des institutions, du système institutionnel français. Et le mandat impératif est interdit en France depuis la Révolution de 1789. Au Sénégal, le mandat est représentatif, libre et général. Si je peux vous donner une parabole du mandat représentatif, c'est comme votre enfant que vous amenez, par exemple, au passeport. En tout cas, vous devez signer à sa place des papiers. Là, vous exercez une mission de représentation. C'est-à-dire, votre enfant est mineur. Vous n'allez pas lui demander, est-ce que je dois signer ici? Vous signez à sa place. Et tout ce que vous faites, lui est imputable. C'est-à-dire, quand il sera grand, il verra qu'on lui a dépossédé d'une maison, je donne un exemple comme ça, il ne pourra pas y revenir parce que le tuteur légal a agi à sa place. C'est ça, en fait, le système représentatif. Mais est-ce que les citoyens le comprennent comme ça? Je ne pense pas. J'ai dit que le système... donc, quand nous avons hérité de ça, il y a deux inconvénients. Que eux, la France en l'occurrence, ils ont réussi à apprivoiser. Nous n'en avons pas discuté. Parce qu'on n'en parle pas dans notre pays. Dans le pays, on parle des personnes. C'est très important, je ne déresponsabilise personne, parce que depuis 1960, le problème est là. Mais à côté de ça, il y a l'institution. Il faut qu'on parle, nous avons hérité des choses, mais il faut qu'on en parle, qu'on en discute. Il y a deux inconvénients, je l'ai dit. Il y a la relation entre représentants et représentés. Je donne souvent un exemple que à Dakar ou bien chez moi, là-bas à Fissel-Malan, dans le département. Excusez-moi de vous couper, mais peut-être que pour les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, vous pourriez donner un exemple de mandat impératif pour que les gens puissent avoir la parabole voilà. Merci. La parabole de mandat impératif, par exemple, je dirais par exemple, un agent de la RTS qui est envoyé, par exemple, en reportage à l'Assemblée. Vous lui dites, allez couvrir la conférence de presse, je ne sais pas moi. Donc le gars là, il a une mission dans la tâche et la durée. Vous lui dites, vous allez à l'Assemblée, il n'a pas le droit de dire, ah non, moi je ne vais pas à l'Assemblée, je vais à Djamnyani par exemple. Il n'a pas le droit de faire ça. Et vous pouvez à tout moment l'appeler pour dire qu'il n'allez plus à l'Assemblée. Donc, il y a trois conditions. Il a une tâche dans la durée, dans le périmètre même, et aussi, il peut être révoqué. Vous pouvez à tout moment enlever, retirer le mandat que vous lui avez donné. Donc ça a été... on n'a jamais adopté ça. Comme je l'ai dit, c'est interdit en France depuis la Révolution. Depuis la Révolution de 1789. Donc, pour revenir aux relations entre représentants et représentés, si vous allez ici à Dakar, les citoyens, les électeurs de Dakar, je suis sûr que vous pouvez les interroger, leur demander qui sont les représentants à l'Assemblée nationale, peu vous le diront. Très peu, même chez les plus... ceux qui connaissent mieux les élections. Ça, les gens, nos compatriotes, au soir des élections, après la proclamation des résultats, ils en ont fini avec l'Assemblée. Et après, ils veulent demander des comptes à leurs représentants. Et ça, c'est un problème du mandat représentatif. Mais comme je vous l'ai dit, eux, ils ont trouvé une solution à ça. J'en ai profité pour étudier aussi ce qui se fait en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Le deuxième inconvénient, si vous permettez, c'est la définition de la représentation par rapport au mode de désignation du député. Le mode de désignation au Sénégal, le scrutin est double. Il y a des députés qui sont élus dans le ressort national. C'est la liste proportionnelle. Il y a d'autres qui sont élus dans le ressort de la circonscription, la liste départementale. Maintenant, d'ailleurs, il y a un paradoxe entre ça. Vous dites aux députés, vous avez un mandat représentatif, un mandat qui n'est pas lié à une circonscription, qui n'est pas lié à une compte, qui n'est pas lié à des personnes. Vous représentez la nation. Et vous lui dites que vous représentez, vous êtes élu par une circonscription. Ce qui fait que la plupart des députés, de mon expérience à l'Assemblée, la plupart des députés, quand ils viennent, ils ont des doléances locales, des remontées locales à faire valoir.
Est-ce que ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est notre culture aussi. Notre culture, parce que nous, on a cette culture de représentation. Peut-être que, comme l'a dit Laura, vous n'en avez pas trop parlé parce que peut-être... il n'y a pas beaucoup de sources, voilà, je l'avoue. Parce que dès que le nom existe, on sait que parce que l'Assemblée nationale, en Wolof, ça s'appelle Ngumbulan. Dès que le nom existe, ça veut dire que la pratique existe. Donc c'est des choses qu'on connaissait depuis très longtemps. Et c'est ça qui nous suit en fait. Et donc on a cette habitude de venir et de représenter les collectivités, même sans le faire exprès. En fait. Sans le faire exprès. Moi, ce que j'ai proposé, c'est-à-dire, malgré tout ce paradoxe-là, si on ne peut pas avoir les meilleures solutions si on ne fait pas les mêmes constats. Le constat aujourd'hui, c'est quoi? Avant de faire des propositions, c'est qu'il y a presque un décrochage citoyen. Le décrochage citoyen, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a un abandon. Les citoyens ne prennent même plus le temps de savoir ce que l'Assemblée fait. Ça, c'est presque même chez les plus informés. Quand vous leur parlez de l'Assemblée, ils ne prennent même pas le temps de voir ce que l'Assemblée propose, voir ce que l'Assemblée fait. Ça, c'est un décrochage, c'est un abandon. C'est que le citoyen va trouver d'autres façons, d'autres canaux d'exutoire. Mais là aussi, vous en avez un peu parlé dans l'ouvrage, vous avez parlé de la communication. Ça, là aussi, la faute vous incombe un peu aussi au niveau de l'Assemblée, parce que vous avez parlé des nouvelles technologies, ce qui est votre domaine de compétences au niveau de l'Assemblée. Je pense que là, ce serait une bonne solution. Je vais passer la parole à Thierno. Bonsoir, M. Ngom. Bonsoir. M. Ngom, je dois d'abord vous féliciter parce que, pour moi, vous avez eu le courage de vous affranchir de votre discipline, l'informatique, pour investir un sujet crucial de sciences politiques. Vraiment, cet ouvrage est digne d'un ouvrage de sciences politiques, tant par les informations que vous développez, mais leur qualité. Vous dites que c'est grâce à votre expérience et votre sens de l'observation que vous avez pu produire cet ouvrage-là. C'est un ouvrage très, très, très utile parce que moi, je dis que, très sincèrement, les députés, les parlementaires et même les professionnels qui s'intéressent aux droits parlementaires ou en tout cas à la représentation nationale peuvent trouver dans cet ouvrage-là beaucoup de sources. Et ils peuvent vraiment le lire. Et donc pour ça, je vous félicite vraiment. Et même tous les citoyens. Et même tous les citoyens. Voilà. Personnellement, moi, j'ai beaucoup appris avec cet ouvrage-là. Et pour en revenir un peu au contenu, vous nous avez d'abord fait l'historique, comme il a dit tout à l'heure, l'historique un peu de la représentation nationale en allant en amont même de nos indépendances, depuis la colonisation et dans des temps plus antérieurs. Et ça montre que, bon, c'est vrai que, comme on dit mes collaborateurs, vous n'avez pas insisté un peu sur le système représentatif du passé, de ces manières de légiférer, mais bon, c'est peut-être une autre... Vous le ferez dans un autre ouvrage. Et ensuite, vous avez proposé des solutions. Vous êtes un partisan du bicamérisme ou du bicaméralisme. Les deux mots signifient la même chose. Et vous êtes vraiment intéressé par l'avènement d'une autre chambre qui serait une certaine symétrie institutionnelle de l'Assemblée nationale. Mais ma première question d'abord va surtout à la suite de nos indépendances. C'est-à-dire qu'il y a un événement très important en 1962 entre le président Senghor et le président Dia. On connaît tous la suite. Le président Dia est emprisonné pour des années, etc. Mais auparavant, quand on vous lit et quand on est vraiment, comment dirais-je, en phase avec ce que vous dites, c'est que le président Mamadou Dia à l'époque voulait que la volonté du parti au pouvoir soit au-dessus de la volonté des députés, c'est-à-dire de la législation. Je voudrais que vous faites un petit commentaire sur ça. Effectivement, par rapport à cette affaire entre le président Mamadou Dia et le président Senghor, moi, je n'ai pas voulu apporter de jugement parce que je ne suis pas historien, je ne suis pas politologue. C'est une histoire qui est là. Vous savez, les événements presque, je les ai racontés tels que lus, ce que tout le monde a lu. Bref, mais maintenant, attention, parce que malheureusement, mes recherches ne m'ont pas permis de voir ça. Mais au lendemain de l'éclatement de la Fédération du Mali, on avait décrété un état d'urgence. Il paraît malheureusement, comme j'ai la documentation, je parle des gens bien informés m'en ont parlé,
Mais comme... Un état d'urgence qui a duré, en fait. Mais il paraît que cet état d'urgence-là a été décrété par l'UPS. J'en parle parce que j'ai essayé de contacter les archives nationales pour voir si je peux avoir les statuts de l'UPS. Mais l'UPS avait une place centrale dans la gouvernance publique. Elle avait une place centrale dans la gouvernance publique. Et Michel Dia, le président qui était au gouvernement, savait que toutes les décisions en amont étaient prises dans les instances de l'UPS. Donc, si l'état d'urgence a été décrété par les instances de l'UPS, donc c'est normal que une motion de censure qui peut faire tomber le gouvernement soit aussi... je ne parle pas de jugement, mais je dis que si ça a été décrété par l'UPS, l'état d'urgence, un état d'urgence n'est pas plus... Parce que l'état d'urgence, ça restreint les libertés. Il y avait des lois non écrites, quoi. Voilà. Un peu. Voilà. On était dans quelque chose de mix entre quand la constitution anglaise qui n'est pas écrite et la constitution française qui est écrite. Je veux dire, peut-être que nous, on ne peut pas savoir parce que nous, avec le recul maintenant... a un impact plus fort sur les libertés des gens parce que ça restreint les libertés. Donc, si l'état d'urgence a pu être décrété par un parti, c'est normal que, sans porter du jugement, je n'en porte absolument pas, c'est normal qu'une motion de censure soit discutée peut-être dans les instances. Peut-être le président Dia disait ça aussi parce qu'il savait qu'il avait peut-être une majorité dans les instances, peut-être. Il ne disait pas ça par hasard, j'imagine. Ce que vous dites, pourquoi c'est important? Parce que vous l'avez cité quelque part dans votre ouvrage, quand vous parlez de partis-États. Les partis-États génèrent des représentations, ou bien en tout cas des représentants, des parlementaires, qui sont des parlementaires de tranchées. Et c'est peut-être contre quoi vous vous offusquez, parce que vous dites qu'aujourd'hui, nous devons, et c'est dans votre conclusion que c'est intéressant, vous citez même Mme Abdou Aziz Dabba, c'est que la représentation ou la représentativité, c'est d'abord de la responsabilité, c'est d'abord de la conscience en soi, c'est d'abord des valeurs qu'on porte, quel que soit le mandat, le mandant, on doit être un mandataire avec des valeurs pour représenter le peuple. C'est ce que vous dites. Et c'est pourquoi ma dernière question, c'est par rapport au scrutin uninominal que vous proposez. Vous dites que c'est la meilleure solution, ou en tout cas l'une des meilleures solutions. Mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, vous évoquez le bicaméralisme, parce que vous dites qu'il faut toujours cette symétrie-là institutionnelle. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une certaine contradiction? Parce que moi, je pense que si les élus locaux des collectivités territoriales sont élus, ils doivent essayer de développer leur localité. Ils n'ont pas forcément besoin encore d'avoir une certaine... C'est-à-dire que, pour moi, je veux juste essayer de dire que le dernier mot doit revenir aux citoyens. C'est-à-dire que lui qui doit sanctionner ou pas les élus locaux comme les députés. Non, bon, vous savez, je parle des entités territoriales parce que vous savez, la majeure partie des lois, leur impact, c'est sur les entités territoriales. La majeure partie, la plupart des lois, les champs d'application, ce sont les entités territoriales. Donc, à partir de là, moi, je pense très sincèrement qu'ils ont une place dans la législation de notre pays. Ils ont une place là-bas. Et même, parce que, je l'ai dit, moi, je ne conçois pas la chambre haute là peut servir à faire en sorte que des gens qui ont choisi de ne pas faire la politique, il y en a, oui, et qui ont tellement de choses à apporter à la République. Ces gens-là soient... Comme le système anglais. Voilà, la chambre de l'ordre. C'est près de 800 personnes, ils sont tous nommés. Il y a des gens, des gros fonctionnaires, des chefs religieux, bref. Est-ce que le Conseil économique et social ne sert pas à ça un peu? Mais moi, je veux... Il ne participe pas le Conseil économique et social. Quand on avait deux chambres, parce qu'on a eu deux chambres en 1998, ça a été la chambre a été supprimée en 2000 par les vainqueurs de la présidentielle 2000. Le président Wade a réinstauré la chambre haute en 2007. Le président Macky Sall l'a supprimée en 2012. Et je l'ai rappelé, à chaque fois que ça a été supprimé, aussitôt après, on a créé une chambre pour clowner un peu le... Pour mettre les missions là. Ce sont des missions dont la République a besoin. Ce sont des missions essentielles. Malheureusement, on n'a pas pris le temps d'expliquer ça aux citoyens. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'on explique ça aux citoyens, le fait que ces missions-là, les entités, les groupes sociaux
professionnels ont une place dans la législation de notre pays. Et je disais tout à l'heure que moi, je ne conçois pas la participation des indépendants aux élections nationales. Parce que, comme je le dis, il faut faire les bons constats. La politique au Sénégal n'est pas crédible. Ça, c'est un constat que tout le monde fait. On ne peut pas crédibiliser l'Assemblée sans crédibiliser la politique. Tant qu'il y a des gens, comme moi, je ne fais pas de politique, je peux me lever aujourd'hui, les politiques là, c'est pas bon. Moi, je viens de tel endroit, je vais changer le pays, mais je vais créer un mouvement et je participe à la compétition électorale. Il faut que ces gens-là, quand on a un destin pour son pays, quand on pense pouvoir changer le destin de son pays, il faut intégrer la politique. Et c'est ça, on ne peut pas crédibiliser l'Assemblée si la politique n'est pas crédible dans le pays. D'accord. Ça, ce sont des choix qu'il faut faire. Maintenant, éviter le mimétisme. Parce que même en Angleterre, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en France, ils n'ont pas les mêmes systèmes. C'est une très grande démocratie. Ils n'ont pas le système. Le système en France, il est uninominal à 2 tours. En Grande-Bretagne, il est uninominal à 1 tour. Aux États-Unis, il est uninominal à 1 tour. Et on dit que la Grande-Bretagne, le Parlement britannique est la mère des parlements du monde entier. Du monde occidental. Oui, occidental. En tout cas, nous avons été très heureux de vous recevoir, vraiment, exactement. Parce que, je le rappelle, cet ouvrage est un ouvrage, pour moi, vraiment primordial. C'est un ouvrage que tout le monde devrait s'approprier, parce que ce soit les parlementaires, les hommes politiques, les chercheurs et même les citoyens. Surtout les citoyens, parce que, in fine, ce sont eux qui vont voter. Je pense que là, c'est préfacé par le professeur Jacques-Manuel Zouanko. Marielle, en fait, je m'en suis excusé auprès du lecteur. C'est Jacques Marielle. Ah, c'est Marielle, hein? Marielle. Pas Manuel. Malheureusement, il m'avait envoyé la préface par mail. Et il n'a pas vu le BAT de la couverture. Ça n'a pas été. On va voir comment rattraper ça. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est vraiment un ouvrage que je recommande à tout le monde qu'il faut avoir. Juste un mot, Monsieur Lo, par rapport à ça. Bon, moi, je vous remercie. Alioune, j'ai un peu discuté avec Ababacar, et en qualité de militant des langues nationales, je pense que, je lui ai dit que bon, on vous offre la possibilité de traduire votre document en langue nationale, parce qu'il y a 54% d'analphabètes dans ce pays. Les femmes qui représentent 51-52% sont analphabètes à 62%. Parlez maintenant d'émergence sociale. Si les gens se posent des questions pour savoir concrètement qu'est-ce que l'Assemblée nationale peut nous apporter, c'est parce que nous vivons dans un monde d'analphabètes et autres. Et je pense donc que nous en avons discuté, je le félicite, je l'encourage, mais nous lui offrons la possibilité de traduire son ouvrage pour beaucoup plus d'accessibilité au niveau du monde. Parce qu'il faut quand même que cette gouvernance soit une gouvernance de la communauté, pour la communauté et par la communauté. Alioune, vous venez tout de suite de parler de citoyens. Je crois que tant que les citoyens, par le biais d'une approche participative et inclusive, ne mettent pas la main dans le dispositif, il y aura toujours ces problèmes, parce que les gens s'interrogent sur le rôle efficace d'un député. Je pense donc qu'il il y a un problème de communication. Il est urgent de traduire toute cette documentation-là en langue nationale. Je crois que j'aurai l'occasion de revenir là-dessus, parce que l'auteur de notre livre, du livre « Le Sénégal au cœur », c'est quelqu'un qui est un militant des langues nationales. Je ne l'ai jamais vu à l'occasion de manifestations faire son discours en français, mais ne pas aussi le traduire dans nos langues nationales. Absolument. Je pense donc que je vous félicite, je vous encourage, et je pense que nous avons déjà pris langue, et je pense que pour beaucoup plus d'accessibilité, pour que vraiment votre document, qui est apprécié par une élite intellectuelle, mériterait quand même d'être évidemment vulgarisé au niveau évidemment
du monde du Sénégal des profondeurs. Je pense donc, je vous remercie et je suis très enchanté et j'encourage Ababacar à poursuivre et à continuer dans cette dynamique pour que quand même qu'il y ait cette paix, parce que sans cette culture des populations, sans cette culture des citoyens, bon, il ne peut pas y avoir cette paix endogène. Je pense donc que c'est bon de vulgariser cela, et si vous ne pouvez pas traduire ça tout de suite, nous pouvons essayer d'organiser des rencontres décentralisées pour qu'on puisse appréhender le contenu didactique de votre ouvrage, parce que Thierno vient de le dire, il a dit qu'il a beaucoup appris avec votre livre. Je pense que aussi Alioune a demandé à tout un chacun d'essayer d'avoir le livre et de s'en approprier. Je pense que c'est extrêmement utile et je vous encourage. Merci. En tout cas, vous faites bien de dire que vous êtes un militant des langues nationales, parce que vous venez de traduire l'ouvrage du chef de l'État qui s'appelle Le Sénégal au cœur. Vous l'avez traduit en pulaar, en séeréer et en wolof. Moi, je pense que c'est le wolof que je maîtrise le mieux. Réewu Sénégal si xol bi. Moi, j'aurais dit Réewu Sénégal ci xol. Ci xol tout court. Vous avez mis xol bi et vous avez mis en parenthèse aussi xolam. Ça dépend de comment on le voit. Moi, j'aurais dit simplement le Réewu Sénégal ci xol. Je ne sais pas. Bon, moi, je crois que d'abord, je vous remercie, Alioune, pour votre disponibilité et pour votre engagement culturel. Nous vous suivons à travers votre émission le dimanche soir. Nous constatons que vous faites beaucoup de choses par rapport, évidemment, à l'éducation, à l'éveil des consciences. C'est pour moi l'occasion aussi de féliciter la RTS. Absolument. Parce que j'étais quand même un producteur extérieur avec Alibal américain et autres. Mais je constate qu'il y a une nette amélioration. C'est-à-dire donc que nous félicitons le DG de la RTS, Racine Talla. Bon, je remercie aussi vos collaborateurs. Je ne sais pas si ce sont des stagiaires ou autres, mais je crois que ils ont tapé à la bonne porte. Ils sont jeunes, mais je pense qu'ils sont... C'est des juniors, quoi. C'est des juniors. Ils ont tapé à la bonne porte parce que vous faites preuve de disponibilité agissante. C'est normal, nous sommes là pour vous. Comme vous l'avez dit, bon, il y a des variantes en matière de langue nationale. J'aurais pensé que vous alliez me poser la question de savoir pourquoi le choix de ces trois langues. Non, j'allais y venir, hein. Ça c'était la première pique, quoi, pour mettre l'ambiance. Maintenant, je crois que tu Kholbi, Kholam, etc. L'essentiel, c'est que qu'on soit compris. Il y a un problème d'accessibilité. On pouvait peut-être consulter un linguiste, leur demander, ça peut être évidemment un Wolof sophistiqué, et qui peut ne pas être compris par la base. Mais nous voulons que le contenu didactique de ce livre soit appréhendé par les communautés et les populations. C'est pour cette raison que je dirais que bon, je suis accompagné, je suis entouré, j'ai la chance, moi, j'ai pris ma retraite depuis belle lurette, depuis 2000, hein. Bon, mais je suis entouré de jeunes, à l'image de Taïbou Diatta, qui est conseiller technique au niveau du ministère du Commerce et autres, et docteur Mamadouba et autres. Je pense que notre devoir, c'est de préparer la relève. Et je suis confiant parce que je sais que ce sont des jeunes qui sont préoccupés par l'émergence sociale, qui sont préoccupés par un développement endogène durable. C'est pour ces raisons que ce n'est pas de l'autosatisfaction, mais je dis que nous sommes sur le bon chemin et je pense qu'avec ces jeunes, nous pourrons évidemment relever tout cela. Bon, parce que le choix des langues, je suppose, c'est parce que ce sont les langues les mieux parlées au Sénégal, que ce soit le Wolof, le Pulaar et le Séeréer. Ce sont des langues véhiculaires dans notre pays. Mais là aussi, comme on en parlait tout à l'heure, ce que j'aimerais peut-être savoir, c'est pourquoi vous avez jugé bon de traduire cet ouvrage. C'est le président qui vous l'a demandé ou bien c'est votre... C'est notre propre initiative. Votre propre initiative. C'est notre propre initiative
parce que nous avons lu le livre « Le Sénégal au cœur » à plusieurs reprises. Et nous avons constaté que tout est didactique dans ce livre. Bon, ce n'est pas Macky Sall le politique, mais ce qui est important, c'est que le contenu du livre, qui peut contribuer à un développement dans ce pays. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont prises en charge dans le livre. C'est pour cette raison que nous avons interpellé le président à l'occasion d'une rencontre pour lui dire, mais Monsieur le Président, bon, ce livre-là est presque destiné à l'élite. Mais nous pensons que si le livre est traduit dans nos langues nationales, il y aurait davantage d'apaisement, il y aurait davantage de paix, il y aurait davantage d'engagement individuel par rapport au développement de ce pays. Parce que ce n'est pas l'État qui doit être évidemment le moteur du développement, mais plutôt les populations qui doivent s'approprier évidemment de tout ce que fait l'État pour peut-être être les principaux acteurs. C'est pour cette raison que nous l'avons interpellé et il nous a autorisé de façon, nous avons traduit le livre en Wolof, en Pulaar et en Sérère, mais de façon gratuite. Ça, c'est nos propres frais. Hein, bon, on ne lui a pas demandé de moyens. Bon, peut-être que si nous arrivons peut-être à organiser la cérémonie qui consiste à parler de publication, de vulgarisation. Vous faites une cérémonie de lancement le jeudi 30 juin à la Maison de la Culture d'Outasek, de lancement de ce livre, de ces 3 ouvrages. Oui, au passage, moi je remercie le ministère de la Culture et de la Communication par le biais de la Maison de la Culture d'Outasek. Le directeur a été spontané. Il a mis à notre disposition sa salle. Il est vrai que quand on mettait en place les groupes de traducteurs aussi, c'était à Doutasek. Bon, c'est donc l'occasion de les remercier, aussi bien le directeur de cabinet d'Emba Faye et autres, mais aussi certains mécènes, certains qui sont à l'écoute de ce que nous faisons. Je veux nommer par exemple le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Moussa Baldé, mais aussi Zahra Iyane, le ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Et tout se retrouve dans ce livre. Hein. Dans ce livre, il y a quand même des points sur le logement urbain. Bon, dans ce livre, il y a l'agriculture en termes d'autosuffisance alimentaire, de sécurité alimentaire et autres. Bon, mais aussi la santé communautaire, sans laquelle il ne peut pas y avoir de bonheur réel. Bon, mais aussi, je crois qu'il y a l'instruction, l'éducation qui constitue la clé de voûte du dispositif. Il nous faut un capital humain réel qui peut participer dans le cadre de la sensibilisation et dans la conscientisation des masses. Je crois que c'est ça. Et je crois que le 30, à l'une, vous nous avez promis d'être présent. Bon, je sais que vous avez un calendrier trop chargé. Et je crois qu'Ababakar, lui aussi, il est partant pour venir avec nous. Je pense que Tierno également sera Tierno, là. Tierno, un mot. Bon, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être venu à cette émission. Alors, moi, je pense que c'est comme vous disiez tout à l'heure, au début de votre ouvrage, de vos propos. Les langues nationales sont très utiles, sont importantes parce qu'elles permettent de véhiculer des émotions d'abord, mais aussi des idées. Ce que moi, je retiens de cet ouvrage, j'ai lu la version française, et pourquoi c'est utile peut-être de le traduire en langue nationale, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai beaucoup aimé le fait que le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, expose dans cet ouvrage-là son parcours. Un chemin tumultueux, un chemin qui a été marqué d'épreuves et qu'il assume que ce chemin a démarré dans un cadre modeste, ce qui lui a permis d'échelonner, de gravir tous les échelons, si vous voulez, jusqu'à devenir le président de la République. Ça, c'est un exemple à donner aux jeunes que je suis, aux jeunes juniors, et surtout à tous les autres jeunes, en fait, du Sénégal. Parce que nous avons tendance à voir dans nos bibliothèques, ou en tout cas dans nos universités, des livres de développement personnel, entre guillemets, qui viennent d'ailleurs, qui nous racontent leur parcours, leurs expériences,
et qui veulent nous connecter à ces expériences-là qui ne sont pas forcément les nôtres. Je pense que moi, j'ai aimé cette partie-là et je me demande même pourquoi le président de la République n'a pas véritablement, en tout cas, donné plus d'énergie, en tout cas, peut-être qu'il a un calendrier chargé, pour aller à la rencontre des jeunes Sénégalais. Parce que le citoyen sénégalais que je suis... Venir sur les plateaux télé. Venir peut-être sur les plateaux télé. Dans notre émission. Exactement. Parce que le citoyen sénégalais que je suis, qui n'est encarté dans aucune chapelle politique, qui est libre, veut entendre peut-être le président de la République lui parler de son parcours. C'est un parcours important. C'est un parcours... Je l'ai souvent entendu parler de légende personnelle. Je pense que c'est peut-être cet ouvrage est fixé dans ça. Et les autres choses, comme vous dites, c'est un homme qui a sa vision, qui décline sa vision du Sénégal de la manière dont il la conçoit, dans l'agriculture, dans tous les domaines que vous avez cités. C'est une très bonne chose. Alors, ma question est aujourd'hui, est-ce qu'au-delà de l'étape cérémonie, est-ce qu'il y a d'autres événements qui sont prévus? Est-ce qu'il y a cet élan, ou en tout cas qui va se poursuivre envers les juniors, avec tous les jeunes du Sénégal, pour les former, pour les ancrer un peu à la vision du président? Oui, moi je crois que nos points de vue convergent. Et je crois que moi, quand j'ai lu le livre, c'était un véritable stimulant. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a la longue marche, il y a tous ces aspects. C'est quelqu'un qui s'est efforcé, qui vous dit carrément qu'il émane d'une famille modeste, mais qui a essayé de se surpasser pour arriver évidemment au top niveau. Je pense donc que, comme vous l'avez si dit, moi je pensais même à ce qu'on puisse, après traduction de ces livres, enseigner cela dans les écoles, parce qu'il y a lieu peut-être d'essayer. Nous avons un problème d'éducation de base dans ce pays. Je pense qu'il est bon de pouvoir agir sur le mental des jeunes, parce que si vous consultez, revisitez le préambule de l'UNESCO, qui vous dit que les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les défenses pour la paix. Moi, je pense que sans la culture, il ne peut pas y avoir ce développement. Il est donc bon, je ne pense pas que j'ai participé à la gouvernance d'un Senghor, d'un Abdou Diouf et autres, mais je pense qu'on doit davantage mettre l'accent sur l'aspect mentalité du Sénégalais. Et cela, c'est surtout dans les petites écoles. Introduire un tel document dans les trucs scolaires, je pense que ça peut motiver des jeunes. Au lieu, par exemple, il disait que son papa lui disait que prenez les stylos comme un outil de travail. Je pense que les jeunes doivent avoir d'autres préoccupations plutôt que de s'adonner à certaines pratiques et autres. Et je pense donc que, comme vous l'avez si bien dit, moi, je suis partisan de l'introduction ou de l'utilisation d'un tel livre dans le cursus scolaire des jeunes. Parce qu'on a besoin de capaciter notre jeunesse. Ça, c'est une réalité. Nous sommes des hommes de terrain. Nous créons des classes d'alphabétisation fonctionnelle à travers le pays, mais nous constatons que on ne peut pas favoriser une émergence sociale dans l'ignorance et l'obscurantisme. Et je pense qu'à partir d'un tel livre, on peut, aussi bien en pulaar comme en qui, et on a comme objectif peut-être d'étendre cette traduction vers les autres langues, parce qu'il y a 22 langues nationales qui sont codifiées. Bon, ici, si nous prenons 3 langues à cause peut-être de leur occupation du devant de la scène, mais nous disons que la langue zonale, pour des raisons culturelles, doit être évidemment entretenue aussi. Il y a donc ces langues qui sont codifiées, mais le problème de l'accompagnement pose problème. Je pense donc que c'est pour ces raisons que dans un premier temps, nous avons choisi ces 3 langues, mais l'idéal, c'est de propager cela, de vulgariser ça au niveau des autres langues, parce que on est maître que dans sa langue maternelle, etc. Mais nous réfléchissons, au-delà de tout cela, du choix d'une langue nationale. Parce que ce qui est arrivé en français, le français, ça n'a pas été quand même quelque chose de décrété. Il y avait quand même les pidgins, il y avait évidemment les langues secondes,
le marseillais, etc., etc. Mais finalement, comme la langue française s'est imposée, c'est pour cette raison que le français a été choisi. Il y a une vingtaine de langues en France, hein, bon, ce que les gens ignorent. Oui, mais la langue officielle, je veux dire. Maintenant, c'est valable, parce que moi, j'ai enseigné dans le Fouta, mais je ne maîtrise pas. À lui, peut-être lui, il maîtrise le poulard, mais moi, je ne maîtrise pas le poulard. Parce que les poulardophones, mes parents avaient quelque peu abandonné leur poulard pour accéder, par exemple, aux poissons du camionneur, parce que la méthode, c'était le troc. Le troc, tu viens avec du mil ou bien du lait caillé et tu échanges avec le camionneur qui vient avec son poisson frais. Bon, ce qui fait que comme le camionneur ne parle pas le poulard ou le sérère, mais celui qui veut son poisson sera obligé de s'adapter à la préoccupation linguistique du camionneur. C'est ce qui fait que la plupart du temps, dans ces contrées-là, les gens se débrouillent pour... Et je crois que c'est même une illustration éloquente que, après, en campagne électorale ou autre, bon, on abandonne parfois la langue de Molière pour dire, bon, pour être compris, pour que le message passe, les gens sont obligés de recourir aux langues nationales. Et je crois que même dans l'éducation, le professeur ou le maître, pour qu'il soit bien compris, pour que son message soit bien perçu, il est obligé parfois, et c'est un raccourci. Et j'ai l'habitude de dire que si nous parlons par exemple du canari, le canari, bon, si c'est un pédagogue, il est obligé peut-être de venir avec un canari dans sa classe. Mais si on s'appuie sur la langue maternelle de l'enfant, l'enfant connaît bien le canari. Si son papa descend à midi, sa maman lui demande de lui donner de l'eau. Bon, s'il n'y a pas le réfrigérateur, bon, l'enfant va directement au canari pour puiser de l'eau et donner à son papa. C'est dire donc que cette phase concrète que les pédagogues demandent aux enseignants de faire, mais avec les langues nationales, ça devient un raccourci. Et la preuve est que le cycle primaire qu'on fait en 5 ans, 6 ans, mais nous avons eu l'expérience avec les classes d'éducation communautaire, mais en 4 ans, en 4 ans, vous arrivez évidemment à la performance, vous arrivez à former des enfants qui sont plus que performants par rapport aux élèves. En tout cas, nous avons bien vu vos talents de pédagogue et d'andragogue, parce que vous êtes vraiment quelqu'un qui sait porter le message. Un mot peut-être de sérère, lui, peut-être qu'il a un mot à dire par rapport à ça. Je vais vous offrir l'ouvrage en sérère. Je vais citer le doyen Lo, parce que l'analphabétisme dans les langues nationales est aussi une solution pour l'analphabétisme en France des députés. Parce que vous savez, la loi ne fait pas obligation, contrairement à la fonction suprême du président de la République, où il vous a fait obligation, le candidat, de comprendre français, de le lire et de le parler. Pour les candidats à la députation, ce n'est pas le cas. Et tous les documents qu'ils reçoivent sont en français. Donc l'alphabétisation dans les langues nationales peut être une solution. Donc, le cas à Adi Aramdien, voilà. Qui était analphabète 0-0 en français, mais qui, dans l'hémicycle, arrive évidemment à se débrouiller. Mais toujours, toute cette documentation-là mériterait d'être cette documentation traduite dans nos langues nationales pour beaucoup plus d'accessibilité et de pragmatisme. En tout cas, nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau, M. Ibrahim Lo. Je rappelle que la cérémonie, c'est le jeudi 30 juin à partir de 11h à la Maison de la Culture d'Otasek pour le lancement des ouvrages. Féliciter également et remercier M. Ababakar Safingom qui est venu nous présenter cet excellent ouvrage, l'Assemblée nationale du Sénégal, relecture d'une longue pratique de la représentation parlementaire. Nous vous souhaitons une bonne continuation. Nous remercions, le groupe des traducteurs qui, de façon spontanée et de façon bénévole, aussi bien pour le sérère, Djibi Ndiaye, pour le Wolof, il y a Seydina Oumar Sy qui est rédacteur en chef de Oxygène. Bon, pour le Poulard, Ablaye Sarr, c'est des gens qui, spontanément, et moi, si je fais actuellement le droit à l'université, je suis en première année de licence. C'est pour traduire les textes de droit
en langue nationale pour plus d'accessibilité. Ça, c'est ma carte d'étudiant. Je suis un vieil étudiant et je crois que l'éducation commençant au berceau, finissant à la tombe, moi je pense qu'il faut que les jeunes, qu'on essaie de les côtoyer, de leur ouvrir certains yeux pour que tous ces gens-là sachent que, aussi bien à l'une les doyens et autres, construisent pour le futur de ce pays. Je pense donc que la place n'est plus au dérapage. Il ne s'agit plus de saccager, mais essayons de mettre l'accent sur la réflexion qui doit déboucher sur une action concrète de développement. Merci en tout cas, nous vous remercions et je remercie surtout le secrétaire général de l'ONG Défi, El Thierno Ndiaye, qui coordonne tout cela. Merci beaucoup. Merci à lui. Nous allons poursuivre avec la seconde partie de cette émission en accueillant un artiste plasticien diplômé de l'École nationale des beaux-arts de Dakar. Il réalise dans le cadre de la Biennale 2022 l'exposition intitulée Eutuker au Grand Théâtre d'Oudnia et Coumba Rose. Nous recevons M. Alioune Diagne. Nous allons terminer avec un rappeur et slameur de grand talent présent sur la scène musicale sénégalaise depuis une dizaine d'années. Il vient nous présenter son nouveau single intitulé Samay Mam. Nous accueillons DJ Keman. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Nous allons commencer par vous, mon homonyme Alioune Diagne. Vous venez nous parler de votre exposition au Grand Théâtre d'Oudnia et Coumba Rose qui s'appelle Eutuker. Comme son nom l'indique, je pense que c'est une exposition performance un peu avec tous les éléments qu'on peut retrouver, qu'on retrouvait jadis, même je pense jusqu'à présent, dans les concessions traditionnelles. Qu'est-ce qui vous a inspiré un peu ça? Vous, vu que vous êtes vous-même un artiste plasticien, plutôt peintre, qu'est-ce que vous a inspiré ce concept? Merci déjà pour l'invitation. Donc, je tenais vraiment à remercier toute l'équipe et vous remercier aussi. Donc, le concept de Eutuker, c'est venu en fait de façon très naturelle parce qu'en fait, depuis 2018, je suis en train de travailler sur la mémoire du Sénégal. Donc, c'est-à-dire c'est des vieilles images de l'histoire du Sénégal que j'ai retrouvées en France, chez un collectionneur d'art. Et pour moi, c'était important de faire revenir ces images inédites de l'histoire du Sénégal au Sénégal pour le faire partager avec la génération et la génération avant aussi. Et comme c'était à l'occasion de la Biennale, je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas faire cette exposition pour deux raisons. La première raison, c'est de partager ces images inédites. La deuxième raison aussi, c'est de faire revenir ces valeurs-là. Parce que quand on dit Eutuker, on dit un lieu de partage, un lieu de transmission, un lieu de solidarité. Parce que s'il y avait des problèmes à chaque fois dans les familles, c'était dans le Eutuker qu'on réglait ça. Et pour moi, aujourd'hui, ces valeurs-là commencent à disparaître. Les liens familiaux commencent à se couper. On voit à travers Internet tout ce qui se passe en ce moment. Tous les problèmes de la maison sont fixés, sont exposés dans les réseaux. Je me suis dit, c'est l'occasion de faire revenir ces valeurs-là à travers cette exposition Eutuker. Absolument. Ouais. Et cette exposition, comme je dis, c'est au Grand Théâtre. Vous pensez la poursuivre après la Biennale ou bien... Oui, c'est ça le projet. Le projet, c'est que comme ce sont des images inédites de l'histoire du Sénégal et que on a... Parce que moi, j'ai fait un petit peu l'histoire du Sénégal quand j'étais à l'école élémentaire, mais on a peu d'images. Donc sur l'histoire, sur tout ce qui est livre, histoire et géographie, on voit peu d'images. Et ces images-là, pour moi, c'était pour moi important de les partager. Partager au Sénégal et aussi avec le reste du monde. Donc c'est une exposition itinérante qui va être exposée partout dans le monde. Donc on a commencé le Sénégal avec cette exposition Eutuker au Grand Théâtre. Pourquoi au Grand Théâtre? Parce que
comme on parle de l'histoire du Sénégal, les gens ici, ils ont tendance à isoler un peu les gens qui habitent dans les régions et les gens qui habitent aussi dans les banlieues. On ne les considère pas comme des gens intéressés par tout ce qui est art visuel. Donc je me suis dit, si est-ce qu'on peut exposer cette exposition dans un lieu public qui accueille des gens de tout public, des Sénégalais de partout. Et c'est ce qu'on a fait. Et durant cette exposition, nous avons reçu des milliers de visiteurs, surtout des visiteurs qui sont venus pour des concerts et qui ont pu découvrir l'histoire du Sénégal. Donc on a dit, comme ça s'est bien passé, donc on a dépassé même nos attentes, on veut que cette exposition voyage un peu partout dans le monde. Absolument. Voilà. Laura. Alors, bonsoir Monsieur Diagne. Bonsoir. Vraiment bravo pour votre exposition. J'ai pu Merci. effectivement voir l'une de vos œuvres qui était détachée au niveau de l'ancien palais de justice aussi pendant la Biennale. C'est vrai. Et c'est vrai que déjà ça attire l'œil parce que vous avez une technique en fait qui est très particulière que j'aimerais que vous nous expliquiez par la suite comment vous arrivez et d'où ça vous est venu. Et également, j'ai trouvé ça important, en fait, justement, à travers ce choix de la cour intérieure traditionnelle, de nous rappeler l'importance de cette pièce, en fait, dans une maison, dans une famille. C'est vrai qu'aujourd'hui, surtout dans les villes, c'est une pièce qu'on voit plus beaucoup. Et c'est vrai qu'on passe plus de temps dehors qu'à l'intérieur de la maison. Donc, à quel moment, finalement, on règle les conflits de la famille comme on avait l'habitude de le faire auparavant? C'est une question que vous nous invitez à nous poser en fait. Donc j'ai trouvé ça très bien de choisir ce thème-là et joliment en plus. C'est presque poétique en fait quand je me suis rapprochée de l'œuvre en tout cas qui était au niveau de l'ancien palais de justice. De loin je me demandais mais quelle est cette technique et puis de près on se rend compte qu'il y a un certain détail. Donc ça vraiment ça m'a interpellée. Et, Il va peut-être nous parler de la technique avant que tu poursuives. Oui, effectivement, allez-y. Donc pour la technique c'est du figuro abstro. Donc c'est une technique que j'ai commencé à faire depuis 2013. Avec plusieurs recherches. Donc, je suis arrivé à un moment donné où je commençais à écrire un petit peu, à écrire du moins un petit peu dans mes tableaux, dans mes portraits, parce qu'avant, je faisais des portraits, comme les gens, ils ont l'habitude de voir, de la peinture, des visages, tout ce qui était portrait normal. Et du coup, à un moment donné, après le décès de mon grand-père, j'ai commencé, qui était maître coranique, qui était mon homonyme aussi, qui s'appelait Alioune Diagne. Et après son décès, j'étais à Lyon, je ne pouvais pas venir. Et cette idée-là d'écriture, ça est venu comme ça. C'était un moyen pour moi de lui rendre hommage. Et du coup, comme je ne savais pas écrire de l'arabe, ça fait une sorte d'écriture. Donc moi-même, je ne sais pas si ce sont ces signes-là, quand vous êtes près dans mes tableaux, vous voyez un ensemble de signes. Ces signes-là, pour moi, ne sont pas des dessins ni des écritures. C'est juste un langage universel. Donc tout le monde peut y retrouver. Il y a des Chinois qui arrivent à lire leur alphabet. C'est des hiéroglyphes ou... Effectivement, il y a des gens qui me parlent de hiéroglyphes. Il y a les Juifs aussi qui voient des œuvres. Les Arméniens, même chose. Donc du coup, en fait, chaque personne peut les lire différemment. Et c'est ça qui fait la technique. Quand on est prêt dans mes tableaux, on voit un ensemble d'univers de signes qui se défilent. Et quand on est loin, on voit le portrait. Et c'est ça, ces deux vues. Même comme quand on est chez l'opticien, il nous dit que vous avez un problème de vue de loin ou de près. Donc moi, j'essaye de travailler sur ces deux visions. Bon, en tout cas, c'est réussi parce qu'effectivement, quand on est de loin, on a l'impression de pouvoir percevoir, je ne sais pas si les téléspectateurs pourront discerner un petit peu de quelle technique on parle, mais en tout cas, pour ceux qui auront eu l'occasion de passer dans l'une des expositions où vous voyez vos œuvres, c'est flagrant et c'est ça qui nous donne envie en fait de nous rapprocher et de nous intéresser au sujet. Et je pense que c'est une bonne technique en fait finalement pour donner envie aux personnes de, comme vous dites, de s'intéresser à l'histoire du Sénégal en ayant ramené ces œuvres-là qui étaient hors du territoire, parce que finalement on part de l'art pour rentrer dans l'histoire en fait. Donc du coup pour ça aussi je tenais à vous féliciter et vous remercier pour votre travail. Merci. C'était important parce que Eutuker, comme j'ai dit tout à l'heure au début, cet Eutuker commence à disparaître. Mais comme ça commence à disparaître, les liens et l'éducation, la transmission, tout ça commence à partir et du coup c'est dommage. Et c'est ce qu'on voit, les conséquences en ce moment, tout c'est sur Internet, tout c'est sur groupe WhatsApp, alors qu'avant, quand il faisait chaud pendant cette période-là, on se mettait dans la cour, donc chacun avec une natte, on discutait, on partageait, mais maintenant, les gens valorisent plus les maisons, les chambres, et du coup, ça devient plus individualiste. Donc, du coup, les gens, ils sont devenus plus individualistes.
Et du coup, chacun vit avec des difficultés. Ces difficultés-là, maintenant, comme on ne vit plus ensemble, donc chaque personne avec ses difficultés, il n'y a plus personne qui s'intéresse à elle. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens s'exposer leurs problèmes sur les réseaux. C'est là où les gens pourront l'entendre ou lui parler. Et c'était ça. Bonsoir, M. Diagne. Merci. Bonsoir. Félicitations. Merci beaucoup. Vous avez beaucoup de talent. Merci. Ce qui est important avec l'art, c'est que ça peut être un véhicule, ça peut faire passer des messages, mais surtout, vous, dans votre travail, vous nous ramenez à l'intimité de nos maisons. Et comme vous venez de le dire, c'est important peut-être de rejoindre cette cour intérieure-là pour parler, pour se parler, pour un peu se souvenir, parce qu'on a perdu cette habitude. Comme vous l'avez dit, les réseaux sociaux sont passés par là entre-temps et on est dans des dynamiques individuelles. Et donc, moi, la question que j'aimerais vous poser, cette illusion optique, c'est votre technique. Est-ce que c'est une manière de dire aux jeunes, bien en tout cas aux communautés, il faut en tout cas que vous portiez ces valeurs-là. Ne perdez pas ces valeurs-là parce que dans cette mondialisation, ou en tout cas dans ce que nous vivons en ce moment, nous sommes un peu perdus, nous Africains. Nous devons en tout cas retrouver notre identité, même si je n'aime pas trop ce mot-là, je vais le mettre en bémol, mais est-ce que c'est ça un peu que vous voulez? Effectivement, c'est ça que je voulais dire à travers cette exposition Autocœur. C'est pour ça même, la plupart de mes expositions, toujours le nom de l'exposition, c'est toujours en Wolof. Pour moi, c'est très important qu'on valorise déjà la langue nationale. Et pour moi aussi, c'est très important qu'on garde nos valeurs. Parce que c'est ça notre recherche, nous, en tant qu'Africains. Nous avons eu des valeurs qui sont très, très, très importantes. Et on a tendance à les voir un petit peu disparaître. Donc, pourquoi? Il y a ce problème que je parlais tout à l'heure, Autocœur, et il y a la technologie qui est en avant. Maintenant, si les enfants, en ce moment, on ne les parle pas l'histoire de leur famille, l'histoire du Sénégal, l'histoire de l'Afrique, ces enfants-là vont penser que, voilà, le moment où ils sont nés, c'est là juste leur histoire, leur propre histoire. Parce qu'en fait, au Sénégal, de point A à de point B, il y a toute une histoire qui est là. Et cet intervalle entre le point A et le point B, si on n'en parle pas aux enfants ou aux jeunes, ils ne pourront pas savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire, les réelles valeurs du Sénégal. Et du coup, ben, c'est ce qui se passe en ce moment. Et vous le voyez à travers les réseaux sociaux, les gens deviennent plus manque de repères, je pense. Ils ont des problèmes de repères. Ils ne savent plus comment parler avec les adultes. Ils ne savent plus comment parler avec les enfants. Donc, tout est mélangé. Et ce mélange-là, c'est juste ça. Donc, les jeunes, en ce moment, n'ont plus ces valeurs-là, comme avant. J'en ai parlé pendant cette exposition là-bas. Le Soutoura, comme on le disait à travers cette exposition Autocœur, il y avait des signes et des codes que nos grands-parents utilisaient. Et ces signes et ces codes-là, nous, étant des jeunes Sénégalais, on ne les connaît pas. Par exemple, je peux dire un exemple juste pour ne pas prendre du temps. Quand quelqu'un est allé, voulait se faire marier, donc il envoie un de ses parents. Ses parents, quand ils rentrent dans la chambre pour discuter avec les parents de sa future épouse, même en sortant de la chambre, on peut changer ses chaussures. Juste le positionnement des chaussures pour lui donner une réponse. Donc, on peut le mettre... C'est des subtilités, quoi. Voilà, des subtilités, et que ça jouait c'était des rôles très importants que les familles... Des codes qu'ils faisaient. Et là, il n'y en a plus. Donc, on n'a plus ces codes-là, on n'a plus cette transmission-là. Les léps qu'on faisait, les histoires qu'on racontait après le dîner, il n'y en a plus. Et ces léps-là, c'était des histoires qui restaient dans nos têtes. Comme Amday, comme Amunday. Donc, quand on parlait de ça, ça restait. Ça nous faisait même peur. Et ça nous montrait que, voilà, malgré les difficultés de la vie, il faut toujours garder tes valeurs, le djom, le foula et le faïda. Absolument. Et c'est ça qui commence à disparaître. Super. Kéman, un mot peut-être? Oui, moi je suis vraiment très ravi de voir ce que le frère Aliou vient de développer, parce que ça rentre dans notre ligne directrice. Effectivement, il y a beaucoup de valeurs que nous sommes en train de perdre. Et je crois que le combat, c'est à tous les niveaux, que ce soit dans l'art musical, que ce soit dans l'art plastique, que ce soit vraiment dans même l'art culinaire. Je pense que c'est un combat à mener et je suis vraiment très fier de voir un jeune aussi engagé pour le maintien de nos valeurs.
Parce que moi, je suis maintenant un valeuriste. Voilà, j'ai abandonné l'habit d'activiste pour être valeuriste. Il faudra qu'on intègre ça dans le dictionnaire d'ailleurs. Valeuriste. Oui, je suis un valeuriste. En tout cas, tu êtes un valeuriste et un tchossaniste. Ah ouais. Vous venez nous présenter votre nouveau single qui s'intitule Samay Mam. On voit toute la tradition. Vous êtes un traditionnaliste avant tout. Donc, vous êtes également un slammer, un rappeur. À la fin de l'émission, vous allez nous faire un slam. Je ne sais pas lequel vous allez choisir. Donc, vous, actuellement, vous avez sorti ce nouveau single, Samay Mam. On va voir peut-être le clip tout à l'heure, mais avant ça, pourquoi je sais que voilà, vous allez toujours, c'est toujours le même discours de la tradition. C'est pour ça que vous avez voulu rappeler aux jeunes peut-être ce qui est notre culture ancestrale. Oui, effectivement, la culture ancestrale, à un certain moment, a été diabolisée par les Occidentaux, a été diabolisée même par l'Orient. Et je peux prendre par exemple l'exemple du vaudou, qui est considéré comme étant peut-être une culture satanique. C'est pourtant le vaudou au début, c'était plutôt pour la protection que les gens l'utilisaient, mais ça a été diabolisé. Maintenant, nous, en tant qu'artistes engagés... Est-ce que vous savez d'où vient le mot voodoo? Le mot voodoo, non, je ne sais pas d'où vient le mot voodoo. Mais le mot voodoo vient d'un mot arabe? Ah oui, ça vient... Voodoo. Ça vient de... faire des ablutions, voodoo. Ah bon, ça je ne savais pas que ça vient d'un mot arabe. Parce que ceux qui sont allés à Haïti, mais Boukman, pourquoi on l'appelait Boukman? Parce qu'il avait toujours le Coran avec lui. C'était des musulmans qui venaient d'Afrique de l'Ouest. Boukman, il avait toujours son Coran, c'est pour ça qu'on l'appelle Boukman. Ah, ok. Donc le voodoo, c'est quand ils faisaient leurs ablutions, et c'était leur protection, on dit, il faut du voodoo. Oui. Bon, de toute façon, moi... Vous êtes toujours anti-orient, mais parfois tout se recoupe. Oui, bon, ça non, ça se retrouve. C'est quelque chose d'explicable, parce que aussi c'est la même chose. Il y en a qui disent qu'Abdul Fattah, comme on dit Abdul Fattah, tout ça est l'ouverture. Il y en a qui disent que ça s'appelle Abdul Fattah. Oui, c'est vrai qu'il y a... Abdul Fattah, ça veut dire l'ouverture. Il y a beaucoup d'interprétations autour de tout cela, parce que c'est pour rejoindre un peu Aliou, pour dire qu'après, les langues se rejoignent quelque part, parce que c'est la même source. Et la source, moi, je pense que ce sont les hiéroglyphes. Absolument. Les hiéroglyphes, c'est la source, c'est la première langue, et puis c'est l'écriture... Mindou Nyetchero. Voilà, les médounétaires, c'est comme ça. Mindou Nyetchero. Mindou Nyetchero, effectivement. C'est l'écriture des initiés. Effectivement, c'est ça, parce que moi, un de mes maîtres du nom de Cheikhouna Gassama, il disait que même Champollion, il n'a pas déchiffré les hiéroglyphes, mais il a défriché le chemin. Parce que les hiéroglyphes sont tellement proches du Wolof. Bon, j'en profite pour dire que moi, j'ai fait sortir un album qui s'appelle Cadeau Remix, où les titres ont été traduits en hiéroglyphes. Tous les 17 titres ont été traduits en hiéroglyphes, et c'est lui qui les a traduits. Les titres en français, on a traduit en Wolof, il a traduit tout en hiéroglyphes. Peut-être après, on aura l'occasion peut-être même de voir l'image. Donc, effectivement, c'est ça. Nous ne devons pas laisser en reste notre tradition, parce que ce que nos ancêtres étaient en train de faire, moi, je pense que c'est ce qui était mieux pour nous. Donc, nos ancêtres connaissaient Dieu bien avant que ces religions révélées ne viennent en Afrique. Nos ancêtres connaissaient les valeurs bien avant que ces religions révélées viennent nous proposer des valeurs qui viennent, eux, de leur propre culture. Donc, pour dire qu'à un certain moment, il n'y a pas d'universalisation de la culture, aucune culture n'est universelle. Donc, chaque personne essaie de suivre le chemin humble de ses ancêtres. Et dans ce volet, nous rendons vraiment hommage à Cheikh Anta Diop, qui a vraiment fait un travail spectaculaire par rapport à cela. Avant de passer la parole à mes camarades, nous allons regarder votre clip qui s'intitule Samay Mam. Avec Khalid, etc. Chacun de nous doit être en pleine possession de son patrimoine culturel et ancestral. C'est seulement à partir de cette plénitude culturelle que nous pourrons sincèrement collaborer en dehors de toute alliance. Yo,
yow li nga jàngale laa jël teg fële uti xam-xam dama koy seddale non du jaay dama koy maye du ma fee wale waaye du ma jëlale sa tere sa diine xam naa fi mu jóge teen bi mu rootee misaal la bëre jot bi yàggee misra boo ko xamee misra foofu la lépp tàmbalee Cheikh Anta Diop ko jàngale ton livre saint tes hommes saints ont été le même saint c'est d'où vient le même destin enfer paradis flatterie tout est copie-collé CTRL-C CTRL-V photocopie non légalisée l'original vient de mes origines ancestrales calendrier sidéral bonne et heureuse année 6250 dellu naa ci xamb ya jéggi naa seen kamb ya sab fu nëdd ca lamb ya ki gën sama askan mënu la génn sama askan mënuma gëm ne naara gën sama askan mënuma gëm ne tubaab a gën sama askan du Inde du chinois du indien amul ku gën samay maam bëgg naa samay maam fonk naa samay maam amul ku gën samay maam gëm naa samay maam topp naa samay maam amul ku gën samay maam bëgg naa samay maam fonk naa samay maam amul ku gën samay maam gëm naa samay maam topp naa samay maam amul ku gën samay maam bés bu ne nga saaga Firawna boobu xamoon ne samaam la der bu ñuul la nit bu baax la wooy ma Firawna gën nga ko yàgg nëbb nga mel ni ku ma ki yore sa ban dafa ko neex yóbbu la Pythagore du ko tale sa gëriyees kan si ñoom fentul benn théorème samay maam lañ ko sàccee Misra lañ ko jàngee xam-xamu maami daawër pyramide yi ñooy daamër ay junni xaar nu benn du ci daanu beneen maamu jàmbur def lu ni mel te ñoo bëgg fokkati suñu moomeel Imhotep Odep Chemotep serment Hippocrate serment hypocrite Yamisu est le père de la médecine pensée divine Imhotep architecte et le guide pour lequel mu di dënk vérifier life now dem gëstu ji dañ na yàgg nag ba ngi nii laa jël Maodo Sarr ndax sama néew bëgg na leen lu dul yëf maam soo bañee ni ko doon dafa fekk ne gën see ñaaw bëgg naa samay maam fonk naa samay maam amul ku gën samay maam gëm naa samay maam topp naa samay maam amul ku gën samay maam bëgg naa samay maam fonk naa samay maam amul ku gën samay maam gëm naa samay maam topp naa samay maam amul ku gën samay maam. Inventé la notion de paradis qui a pour nous certaines, c'est-à-dire dans le Coran, ce que nous considérons comme l'accès au paradis, donc 1300 ans avant Jésus-Christ. Kéemaan na de ce clip xam bi moom yéeme na mais ce que j'ai aimé c'est surtout la fin avec ce que dit le professeur Cheikh Anta Diop par rapport au Sirat jéggi Sirat parce que moi c'est récemment que j'ai vu ces hiéroglyphes qui parlent de jéggi Sirat parce que exactement la même description parce que ce qu'il faut comprendre comme le Coran nous l'explique le paradis se trouve au-delà de l'enfer. C'est de l'autre côté. Et pour accéder au paradis, il faut traverser ce Sirat qui surplombe l'enfer. Mais exactement cette même iconographie que vous voyez dans les hiéroglyphes, vous voyez la personne qui doit traverser l'enfer qui se trouve en bas, et vous avez ce fil qui est représenté par un serpent, parce que c'est exactement comme ça qu'on le décrit, qu'il est aussi mobile qu'un serpent, aussi fin qu'un fil. Et j'ai vu ça des millénaires avant. Oui. Avant qu'on l'explique dans le Coran, ce qui veut dire que, contrairement à ce que, par exemple, vous, Kémit, vous dites, par exemple, qu'il y a un plagiat, ce n'est pas une question de plagiat, c'est une question d'origine commune. Il faut toujours voir que l'origine est le commune et que le discours est le commun, mais ce n'est pas une question de plagiat. Oui, parce que c'est bien de pouvoir, en fait, retranslater l'histoire quand on est déjà à 6258 années de cette histoire. C'est très facile pour moi. Quand Cheikh Anta Diop expliquait cela, c'était en 1985, à sa dernière conférence qu'il a eu à donner à Niamey. Et il y a même une vidéo, là, il montrait et il disait aux gens que l'image n'est pas tellement nette parce qu'il n'a pas voulu rater cette image. Il a demandé aux gens de braquer toute la lumière pour qu'ils puissent avoir cela. Donc, c'est-à-dire que ça nous prouve aujourd'hui que ce qu'on parle de révélation, ce ne sont pas des révélations. C'est quelque chose qui avait existé.
Parce que quand on parle de révélation, ça veut dire quand on parle de révélation, quand on parle de révélation, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Non, c'est pas ça, révélation. Si, révélation, c'est ça. Quand je dis qu'Eman veut faire des révélations sur Macky Sall, ça veut dire qu'il va dire du président Macky Sall, ça veut dire qu'il va faire quelque chose, qu'il va dire quelque chose que les gens ne connaissaient pas. Non, que les gens actuels ne savent pas. Par exemple, si je révèle quelque chose à la génération actuelle, ou bien aux auditeurs, aux gens qui sont ici, ça ne veut pas dire que les gens d'avant ne savaient pas. Ah, mais cette révélation, ça veut dire que c'est quelque chose que le monde ne savait pas. Pas les gens qui existaient ne savaient pas. Les gens de l'époque, les contemporains ne savent pas. Et à chaque fois... Donc, ce n'est pas une révélation. Je pourrais dire peut-être que c'est un rappel. Non, exactement. Mais c'est un rappel. Mais donc, ce sont des religions peut-être rappelées, mais pas des religions révélées. Le mot dans le Coran, combien de fois on a parlé du mot rappel? À chaque fois, il y a cette honnêteté intellectuelle divine qui vous dit que ce que je vous dis, c'est un rappel que j'avais dit aux gens qui étaient avant vous. Mais moi, je pense que c'est plutôt... moi, je ne vais pas utiliser l'honnêteté, mais je pense que c'est plutôt essayer de falsifier. Parce que les gens disent que c'est une continuité, pourtant, ce n'est pas une continuité, c'est juste une photocopie. C'est ce que j'ai dit, photocopie non légalisée, c'est ce que j'ai dit dans on ne va pas être d'accord. Mais je viens en profiter pour rendre hommage au professeur Oumarou Sankaré, qui a fait un très bon travail quand il a fait des rapproches entre la culture grecque et le Coran. Et ça n'a pas plu à beaucoup d'intellectuels. Et il a été combattu très, très, très rigoureusement. Il a subi vraiment un combat très violent. Et moi, je pense que ce n'est pas intellectuel. Que ces personnes qui l'ont combattu n'ont qu'à écrire quelque chose pour démentir ce qu'il a dit. Parce que c'est un livre qui répond à un livre. Mais ce qu'ils ont fait, il y a des gens qui ont eu à le combattre sans pour autant même lire son livre. Et tout ce qu'il a dit, c'est vérifiable. Parce que Cheikh Anta nous a dit, il faut aller à la connaissance directe. Et c'est à partir de cette connaissance directe que nous pouvons nous-mêmes choisir quel chemin prendre. Mais vous avez un problème de connaissance directe. Parce que vous n'êtes pas allé à la connaissance directe au niveau, sur le plan coranique. Laura. Bonsoir, DJ Kiman, merci. Je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il faut aller puiser en soi, en tout cas dans votre clip et dans votre chanson, qu'il faut aller puiser en soi pour savoir, en fait, pour connaître son histoire. Et effectivement, votre chanson, c'est vraiment un appel à s'identifier vraiment à ce qu'on est, à aimer ses ancêtres, à ne pas les comparer. Et du coup, je pense que c'est un message qui est très important, en tout cas pour les jeunes. On parlait tout à l'heure justement d'être perdu au niveau identitaire, même si on peut discuter cette notion. Et je trouve que c'est une invitation finalement à suivre une certaine voie. Après, je voulais quand même vous interpeller sur la formulation peut-être « nul n'est meilleur que mes ancêtres ». J'ai compris ce que vous vouliez faire passer comme message, mais je pense que quand même il faut y aller doucement avec ce genre de formulation parce que toutefois, même si on peut se baser sur nos ancêtres évidemment, parce que c'est de là qu'on vient, donc que ce soit justement pour les bonnes choses à apprendre et les mauvaises choses à apprendre, il faut les connaître. Et je pense qu'en fait, il faudrait plutôt inviter les jeunes à vraiment se renseigner en fait, que ce soit sur les modèles à reprendre ou les modèles justement à ne pas reproduire. Du coup, et pour ce genre de formulation, nul n'est meilleur, il faut faire attention en tout cas. Et je pense que si des jeunes nous regardent, j'aimerais qu'ils utilisent justement votre travail pour se dire ça me donne envie d'en savoir plus, de mieux connaître et également de savoir à quel moment ça a pu pêcher pour, si moi je veux agir plus tard, connaître aussi le chemin à ne pas suivre effectivement. Oui, je suis totalement d'accord. En fait, ce titre, moi, je pense que nous avons juste montré des chemins, nous avons juste, en fait, pointé du doigt. Là, il faut aller chercher. Parce que, bon, j'ai parlé certes de religion, mais j'ai parlé aussi de science. Parce que quand Cheikh Anta Diop nous dit que le théorème de Thalès ne l'a pas démontré, parce que nous le retrouvons ici dans une application vieux de 1400 ans avant la naissance de Thalès. Thalès n'a jamais rien démontré. Il n'a rien démontré. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait pas aujourd'hui adéquat d'aller changer le nom et puis faire, par exemple, théorème Ndiaye, ou bien théorème Diouf, ou bien théorème égyptien, antique. Parce que ce sont nous, nos ancêtres, qui l'ont créé. Il y a aujourd'hui plus de 100 Noirs qui ont fait des inventions. Je vais citer Gareth Morgan, qui a inventé les feux rouges.
Gareth Morgan qui a inventé le masque à gaz qui a permis à certains de remporter la guerre mondiale. Donc, ce sont des indications que nous montrons à la jeunesse. Et aussi, c'est un featuring avec Cheikh Anta Diop. Vous voyez, il y a eu des œuvres de Cheikh Anta Diop. Parce que c'est pour dire, si on n'enseigne pas Cheikh Anta Diop dans les écoles, si on ne l'intègre pas dans le programme scolaire, nous, on va essayer de le faire connaître dans nos ouvrages. Absolument. Donc, si vous permettez, je vais en profiter pour faire un rappel pour le président qui, en 2016, avait promis de mettre Cheikh Anta Diop dans le programme scolaire. Bon, sûrement qu'il a oublié, puisqu'il est tellement occupé, tellement affairé. Donc, juste lui rappeler cette promesse et puis lui dire que c'est une grandeur pour lui d'intégrer Cheikh Anta Diop dans le programme scolaire avant que d'autres pays ne le fassent. Parce que nous avons fait cette demande au président malien Assimi Goïta, nous avons fait cette demande au Premier ministre Kogel Chokola Moïga pour lui dire nous souhaitons que Cheikh Anta Diop soit intégré dans le programme scolaire malien parce que ceci pourra aider Mali à relever les défis. Alors moi j'ai beaucoup de choses à dire. On n'aura pas le temps. Là il faudra faire... Non, je vais pas... Il faut faire une synthèse. Bon, en tout cas, je vais dire. Je vais dire ce que j'ai envie de dire parce que la première chose, c'est que dimanche soir est vraiment un cas de liberté. Une très bonne chose. Alors moi, j'apprécie énormément l'artiste, j'apprécie le rappeur. Et j'ai envie de vous dire aussi que moi, je suis quelqu'un de fasciné par les spiritualités endogènes. Que ce soit les Khoï, des Sérères ou en tout cas les Vaudous, etc. Ça m'intéresse, c'est important, ça fait partie de notre patrimoine culturel et historique. Je suis aussi un partisan affiché et assumé de Cheikh Anta Diop. Mais il y a quelque chose que j'ai envie de dire, en fait, qui est très important. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas dans cette démarche d'essentialisation ou d'essentialisme. Parce que si on s'arrête à ça, Cheikh Anta Diop est apparu à un moment dans l'histoire pour nous éclairer. Si Cheikh Anta Diop n'était pas notre contemporain, si on avait dit que tout ce qui se passe de manière contemporaine n'est pas une valeur, n'est pas quelque chose de valable à nos yeux, on n'accéderait pas à Cheikh Anta Diop. Donc c'est parce que Cheikh Anta Diop était notre contemporain, il ne nous a pas dit juste de regarder dans le passé. Il nous a au contraire, il nous a dit que le meilleur pour l'Afrique, c'est l'avenir. Donc est-ce qu'en ce moment-là, on doit être figé dans un passéisme, nous disant que tout ce qui est bon, tout ce qui est merveilleux vient du passé? Je pense que le passé doit être une balise. Le passé doit nous faire comprendre que nous avons existé de manière digne. Regardez toutes les nations du monde, les yeux dans les yeux, comme il l'a dit, ni Thalès ni Pythagore. Tous ces gens-là n'ont rien inventé. Au contraire, ils sont venus braquer nos idées, nos inventions, etc. Il faut d'abord rappeler cela, le rappeler de manière digne, dire que l'histoire qui est venue d'Occident, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme en 1789, etc., ces histoires-là ont d'abord, comment dirais-je, en tout cas, ont succédé à des dynamiques culturelles ou sociales déjà dans nos sociétés. Nous avions déjà des constitutions, nous avions déjà des textes fondateurs, charte de Kourou-Fanga en 1236, avant, en 1776, nous avons la révolution Torodo, etc. Pour dire qu'il y a beaucoup de dynamiques endogènes qui ont été créées. Et tout ça, Cheikh Anta Diop, non seulement nous le rappelle, mais aussi nous donne rendez-vous avec l'avenir. C'est pourquoi il a écrit « Alerte sur nos tropiques », cet excellent article-là. Je pense qu'il faut d'abord qu'on relise Cheikh Anta Diop. Qu'on relise Cheikh Anta Diop en se disant Cheikh Anta Diop n'était pas dans une dynamique de dire telle race est supérieure à telle race. Au contraire, Cheikh Anta Diop était dans une dynamique de nous dire qu'il n'y a pas de supériorité et que nous devons être dignes, nous devons être fiers de ce que nous sommes. Nous ne devons pas accepter que d'autres nous disent que vous êtes des sous-hommes parce que c'est totalement faux. Nous devons accéder à cette connaissance directe-là. Je pense qu'il n'a pas dit le contraire. Hein. Non, je ne suis pas en train de dire... Non. Non, mais je ne suis pas en train de dire... Mais quelque part, je l'ai relevé dans ce qu'il est... Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde ce clip-là, ou bien quand je l'entends dire que, par exemple, le texte, parce que moi, j'assume que je prends des sources du Coran et de l'islam. C'est-à-dire que l'islam et le Coran, je pense que c'est des projets de société, c'est des projets politiques. Cheikh Anta Diop aussi n'est pas en déphasage ou en contradiction avec la religion. Juste pour dire et pour terminer. Là, je pense que si on en a... Que les valeurs humaines... Non, je veux dire juste ça. On va pas s'en sortir. Je veux dire à Kéman que les valeurs humaines sont des valeurs parfois, comment dirais-je, transversales. Parce que la gentillesse, la générosité, la bonté, l'engagement n'est pas noire, elle n'est pas blanche. C'est juste parfois des contextes qu'il faut relever. Ouais. Effectivement. Mais Cheikh Anta Diop lui-même disait que les conditions dans lesquelles étaient, nous, nos ancêtres, dans la vallée du Nil,
n'importe quel peuple qui était dans ces conditions allait être les guides de l'humanité sur la voie de la civilisation. Cheikh Anta n'a jamais dit On n'a jamais quitté la vallée du Nil. Non, mais attendez. Non, mais c'est-à-dire que n'importe quel peuple qui y était, bien sûr, il y en a qui ont quitté la vallée du Nil, qui sont venus. Quand on lit le livre de notre ancêtre Yoro, même nous, on a quitté la vallée du Nil. C'est comme le dit si on accède à la connaissance directe, on ne quitte pas la Lune. Effectivement. Vous m'avez compris. Et vous avez cité Aller sous les tropiques. Aller sous les tropiques, en fait, on a regroupé des articles que Cheikh Anta Diop avait écrits. Donc, ce n'est pas un livre, ce sont des articles qu'on a regroupés. Et c'est quelque chose de très profond, de très puissant. Absolument. Donc, j'invite les gens à le chercher. C'est un livre quand même qui est un peu rare. C'est un article, n'est-ce pas? C'est un livre qui est un peu rare. C'est un livre qui contient des articles, Absolument. qui est un peu rare. Maintenant, par rapport à ce que vous dites, que Cheikh Anta nous dit de regarder le futur. Non, Cheikh Anta, dans son dernier livre, Civilisation et barbarie, il nous dit clairement, retournez en Égypte pour savoir ce que vos ancêtres avaient découvert pour avoir cette grandeur. Réveillez le bâtisseur de nations qui dort en vous. Le Prométhée. C'est ça que le Cheikh Anta nous dit. Et aujourd'hui, le monde entier sait que nos ancêtres ont construit ces pyramides. Des pyramides, certains qui sont d'une hauteur de 125 mètres, avec des blocs de plusieurs tonnes. Les gens se disent comment ils ont fait pour les amener aussi haut. Ils se sont permis même de dire que ce sont des extraterrestres qui sont venus le construire et repartir dans leur planète. Mais c'est ce qui prouve comment nous sommes combattus. Mais qu'est-ce que nos ancêtres avaient découvert? Est-ce que ces blocs n'ont pas été dématérialisés pour pouvoir accéder à ce sommet? Donc ne confondons pas la spiritualité et la rationalité. Exactement. Actuellement, nous sommes dans un monde de rationalité où le bien physique, le bien palpable domine. Il y a quelque chose qui est derrière, qui est meilleur que ça. Et Cheikh Anta nous indique le chemin à suivre pour avoir accès à ça. Je pense que vous êtes péremptoire, mais bon. Nous avons été très heureux de vous recevoir merci beaucoup. Plateau, comme d'habitude. Hein. Merci. Vous allez nous faire un slam, mais juste avant ça, je vais vous remercier déjà d'être venu. Remercier Aline Diagne aussi d'avoir accepté notre invitation. Remercier mes juniors. Merci, Patriarche. Pas stagiaire, mais son junior. Laura Fortes et Pierre Suleiman Diobnian. Remercier tous les techniciens de la RTS et tous les téléspectateurs qui nous regardent tous les dimanches soirs. À dimanche prochain, Inch'Allah. Slam. du yaa ma muñuloon bay tabaskee sa yére korité mu metti ma dol ma daal di koy boole sama yite nga jege ma dey ma ne loo fi amul bëgguma ko te loo fi yarul jàppal ne soxlawuma du yow la say mbokk mere woon ndax man nga bëgg ngay muñ jëf ju ñaaw wax ju ñaaw te muy dëgg du yow la ñu bëggoon jëlee samay loxo fop mbaraan def sa jikko nga bañ ko di ma woowee chéri koko lu ma la may nga doyloo ko lu metti daal yàggul te ku muñ daa di muñ mbégte daa di ballu suñuy jotaay suñuy xol feex ñu toog di xàqataay bés bi sa bés a jógal taxaw woo sa moome mujjee génn terewul nga njëkk a ome garab bi nga jiwoon màgg na kay keru booy wàccu loparaan du ma tàyyi ñëw di la teeru dégg naa sax ñu naan danga ma liggéey bu fekkee dëgg la dimbali ma yokkal say butéel sama ñax ak sama doole soxna si yaay boroom sama àdduna lewatoon nga dikk def ci xorom woowee naa la sama gént may naa la sama gétt boo meree damay nax ba nga giif booy ree sama biir bi du ma si mës a yëg xiif li ko dalee marimar ba ci soxna si sumbulu tu es la perle rare ci yow mi laa jébbalu salaam